Mais si, bien sûr que Je peux pas te laisser dire ça. Mais mec, la puissance du McDo, elle est dans le Big Mac. Royal Deluxe, point barre. Royal Deluxe, mais t'es ringard, il est même plus à la carte. Wesh, mais parle bien si tu parles du Royal Deluxe. À la base, c'est une conversation privée. Cette publicité étrange est sortie en France en 2022. En 2 minutes, elle mentionne tous les gros poissons du fast-food. KFC, Five Guys, Quick et évidemment McDonald's. À première vue, c'est impossible de comprendre à qui s'adresse la pub et surtout quel produit elle est censée vendre. Il faut attendre plus d'1 minute 30 pour avoir la réponse. Ah, les gens sont fous, hein. Le Whopper, évidemment. C'était une pub pour Burger King. Mais après avoir cité Five Guys 6 fois, KFC 9 fois et McDo 15 fois, ça paraît un peu aléatoire de déclarer la suprématie du Whopper à la fin sans donner de justification. Alors pourquoi est-ce que Burger King a pensé que cette pub était une bonne idée? L'industrie du fast-food, c'est la guerre de tous contre tous et tous les coups sont permis. Popeyes clash Wendy's sur sa stratégie marketing, Wendy's défonce Burger King sur la qualité de leur viande et Burger King est obsédé par McDonald's. Prenez un de leurs meilleurs coups marketing de tous les temps. Le 5 novembre 2018, Kanye West tweet en venant de nulle part que McDo est son restaurant préféré. 3 minutes plus tard, la réponse de Burger King tombe. Ça explique beaucoup de choses. Alors déjà, c'est génial. En 3 mots, Burger King signe le tweet de marque le plus liké de l'histoire. Plus de 800 000 likes, des réponses en PLS et littéralement des articles making of, ce qui doit être une première pour un tweet. Mais ça trahit quelque chose d'autre. Les chargés de com de Burger King sont complètement obsédés par McDo au point d'avoir une alerte instantanée dès que quelqu'un mentionne le mot-clé. C'est comme ça qu'ils ont pu répondre aussi vite. Alors d'un côté, ça marche. Chris Kelly explique dans son article Burger Wars, bien que McDonald's compte 2 fois plus de restaurants, 5 fois plus de budget publicitaire et 10 fois plus de revenus, les innovations marketing de Burger King ont eu un impact durable. Mais est-ce que c'est vraiment si malin que ça, pour une entreprise aussi grosse que Burger King, de passer plus de temps à parler de ses concurrents que de ses propres produits? Les attaques frontales de Burger King envers McDo ne sont pas juste un vernis provoque pour faire baver les gens qui ont le mot-clé Community Manager dans leur profil LinkedIn. La stratégie date en réalité d'avant les réseaux sociaux. Tout commence en 1982. Burger King sort une publicité de 30 secondes qui va changer l'industrie du fast-food à jamais. Alors je vous préviens, la publicité est datée, mais l'esprit est plus actuel que jamais. Parce que, dans cette pub, une enfant de 4 ans ouvre des hostilités qui sont toujours d'actualité 40 ans plus tard. When I order a regular burger at McDonald's, they make it with 20% less meat than Burger King. Unbelievable! Parasiter la notoriété de quelqu'un de plus gros, c'est un moyen très puissant de vous lancer quand vous êtes encore petit. Ça se fait beaucoup sur YouTube. Par exemple, le numéro 1 actuel MrBeast a explosé notamment grâce à des vidéos de plusieurs heures où il répétait le nom d'un autre youtubeur 100 000 fois. Mais surtout, dans cette pub, Burger King a bien choisi son combat. Ils savent qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec l'image de marque forte de McDo, alors ils choisissent de mettre en avant un des rares points où ils ont un avantage, en l'occurrence, la quantité. C'est comme ça qu'une boîte peut transformer son statut de numéro 2 en avantage compétitif. Le meilleur exemple de ça, c'est la campagne We Try Harder de Avis dans les années 60. À l'époque, le numéro 1 de la location de voitures aux US, c'est Hertz. Alors non seulement Avis assume publiquement qu'ils sont derrière, mais ils en font un argument en leur faveur. Quand vous êtes numéro 2, vous devez travailler encore plus dur. Donc Avis ne peut pas se permettre d'avoir un mauvais service client, ou des cendriers sales, ou de vous faire attendre. La campagne a tellement marqué les esprits que Hertz se sont sentis forcés de répondre pour justifier leur position de numéro 1. Dans ce scénario, c'est Avis, le numéro 2, qui dicte les termes du débat. On ne parle plus de la fiabilité des locations de voitures Hertz, on parle de leur service client expéditif et de leur cendrier sale. Même chose avec la pub Burger King. On ne parle plus de la nostalgie et de la fidélité de toute une génération pour McDo, on parle de la taille de leur burger. Et donc, quand la pub Burger King sort, McDo est choqué. C'est la première fois que Burger King les attaque en les citant directement, et ça ne leur plaît pas du tout. Ils attaquent Burger King en justice en qualifiant le message de faux, mensonger, dénigrant, injuste et trompeur. Mais le mal est fait. Burger King maintient les pubs et la campagne est un gros succès. Et pourtant, après ça, ils décident de changer d'approche. Au lieu de réitérer les attaques contre McDo, ils essayent de créer des campagnes pour construire l'univers propre de Burger King. Malheureusement, ça ne se passe pas exactement comme ils l'auraient voulu. En 1985, ils sortent une campagne bizarre qui met en scène Herb, un personnage qui n'a jamais goûté un Whopper. Sometime soon, this man could walk into your life and make you a millionaire. La campagne coûte 40 millions de dollars et c'est un flop monumental. Herb ne parle pas du tout aux consommateurs et en 1986, les bénéfices de Burger King chutent de 40%. Alors ils reviennent à ce qui a marché précédemment, la guerre des burgers. Ça dure encore aujourd'hui et il faut dire qu'ils sont forts. Prenez la campagne Whopper Détour de 2018.
Pour encourager leurs clients à télécharger la nouvelle application Burger King, ils lancent un défi national aux États-Unis. Si vous commandez un Whopper sur l'application pendant que vous êtes dans un restaurant McDonald's, vous le paierez seulement 1 centime. Ils utilisent la géolocalisation de l'application pour vérifier que leurs clients sont bien chez McDo, puis ils les guident vers le Burger King le plus proche pour retirer leur burger. Et cette campagne cartonne. En 48 heures, l'application Burger King passe de la 686e place à la première place sur l'App Store. La campagne est mentionnée 50 000 fois sur Twitter et les franchises enregistrent le record de trafic en 4 ans. C'est un exemple parfait de piratage de notoriété réussi, parce qu'il est au service d'un objectif clair, faire télécharger l'application. Mais tous les coups marketing de Burger King n'ont pas des objectifs aussi bien définis. Prenez leur troll de 2017 pendant l'avant-première allemande du film d'horreur Ça, où un clown maléfique terrorise des enfants. À la fin du film, ils utilisent des projecteurs pour insérer un message « Ne faites jamais confiance à un clown ». Et bien sûr, ils filment la réaction de l'audience pour poster la vidéo sur les réseaux sociaux. Si vous comparez ce coup avec la pub originelle de 81 ou le Whopper des Tours, vous remarquez que la stratégie n'est pas tout à fait la même. Ils n'attaquent plus les produits McDo en expliquant en quoi Burger King est meilleur. Ils n'ont pas d'objectif clair comme booster des téléchargements ou des ventes. Le but est plutôt de paraître intelligent et cool aux dépens de leurs concurrents. Plus c'est mesquin, plus ça fait sourire. Plus c'est gratuit, plus ça marche. D'ailleurs, Burger King n'est plus le seul à troller McDo pour le plaisir. Les concurrents ont vu que ça faisait parler et ils se sont engouffrés dans la brèche. Wendy's compare leurs camions à des camions poubelles et leur souhaite une joyeuse journée nationale de la nourriture surgelée. Jack in the Box finance une opération promotionnelle sur un site qui liste les McDo avec une machine à glace en panne. Et Arby's s'associe au rappeur Pusha T pour créer un morceau qui clash le Filet-O-Fish de McDo. Then you should be disgusted. How dare you sell a square fish asking us to trust it? A half slice of cheese, Mickey D's on a budget. Le tout dans un climat d'impunité quasi total. Parce que pour l'instant, le numéro 1 incontesté a décidé de jouer la force tranquille et de rester silencieux. Burger King fait des pieds et des mains pour mettre en scène une rivalité, mais si on a d'un côté un participant qui tire à vue et de l'autre son ennemi assis sur son trône qui le regarde de haut, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un duel ? One last question. I hate to stir it up, but Afrojack has been talking shit about you. Anything you want to say? Who? Afrojack? Who? That's what I thought. Thank you. Voilà à peu près la seule bonne manière de répondre quand quelqu'un de plus petit que vous clash. McDonald's reste silencieux parce qu'ils n'ont aucun intérêt à gratifier Burger King d'un signe de vie. C'est comme les petits youtubeurs qui essayent de gratter des vues en clashant les plus gros. La bonne stratégie, c'est de les ignorer. Parce que si un gros youtubeur commence à répondre à chaque petit clash, tout le monde va se mettre à les critiquer juste pour avoir une réponse et faire des vues sur leur dos. En plus, quand vous êtes numéro 1, il y a de grandes chances pour que vos fans soient suffisamment dévoués pour vous défendre. Par exemple, en 2013, Pepsi, un autre numéro 2 légendaire, sort une pub Halloween où une canette Pepsi s'est déguisée avec une cape Coca-Cola. Sous-entendu, Coca-Cola est un déguisement qui fait peur. Coca-Cola suit la stratégie Eminem et ignore l'attaque. Mais certains fans sont pris d'inspiration et créent la réponse parfaite au troll. Ils changent le slogan qui passe de « On vous souhaite un terrifiant Halloween » à « Tout le monde rêve d'être un héros ». Les numéros 1 ne répondent pas parce qu'ils ont tout à y perdre et rien à y gagner. D'ailleurs, Coca-Cola ont eux-mêmes fait cette erreur par le passé et ça leur a coûté cher. En 1975, Pepsi a lancé le Pepsi Challenge, une campagne marketing qui propose à des passants de tester à l'aveugle un verre de Coca et un verre de Pepsi. Résultat, lors du blind test, les Américains préfèrent le Pepsi au Coca. C'est un bon coup pour Pepsi, mais ça n'est pas spécialement inquiétant pour Coca. Parce que quand le test n'est pas à l'aveugle, les gens préfèrent toujours boire du Coca. Du coup, tout ce que Pepsi a prouvé, c'est que Coca a une marque plus forte qu'eux, qui change littéralement le goût de son soda. Mais malheureusement pour eux, Coca sont pris de paranoïa, et ils font l'immense erreur de réagir. Ils déroulent des communiqués de presse, des campagnes de pub pour prouver que Coca est meilleur que Pepsi. Et surtout, fiasco incroyable en 1985, quand Coca décide de changer sa formule pour la rapprocher du goût de Pepsi. Ils appellent ça le New Coke et l'introduisent sur les rayons par une campagne publicitaire défensive, le meilleur est devenu encore meilleur. La campagne est le plus gros désastre de l'histoire de Coca. Des consommateurs se ruent dans les magasins pour faire leur provision de l'ancienne formule. Le service client de Coca reçoit 400 000 lettres de plainte. Au bout de seulement 79 jours, Coca est forcé de réintroduire son soda original sur les rayons. Et en 2002, le New Coke est définitivement retiré de la vente. Pepsi a atteint son but, déplacer la conversation sur le terrain du goût et entraîner le numéro 1 dans une spirale défensive de justification. Et là vous devez vous dire, mais est-ce que, en ne répondant pas, McDo prend pas le risque que la situation dégénère et que les attaques deviennent hors de contrôle? Mais la raison pour laquelle McDonald's dort tranquillement,
c'est qu'ils savent que Burger King ne peut pas escalader les attaques à l'infini. Est-ce que vous pensez vraiment que les critiques les plus dévastatrices qu'on pourrait faire à McDo sont les machines à glace classées, la mascotte un peu glauque ou même la taille de ses burgers? Pas vraiment. Quand quelqu'un est vraiment motivé pour descendre McDo, c'est pas les arguments qui manquent. McDo exploite ses employés pendant que le PDG gagne des millions. McDo contribue à torturer des animaux pour vous donner la viande la moins chère possible. McDo est mauvais pour la santé, pour l'environnement, pour les enfants, pour la société, etc. Mais Burger King ne fera jamais ces attaques. Pour la simple et bonne raison qu'ils sont coupables des mêmes choses que McDo. McDonald's et Burger King sont en compétition pour les parts de marché au sein de l'industrie du fast-food. Mais ils sont alliés quand il s'agit de convaincre les gens que c'est une bonne idée de se gaver de frites et de soda. Le marketing de Burger King s'appuie sur une hypothèse. Dans un combat entre un géant et un outsider, le public soutiendra toujours David contre Goliath. Le problème, c'est que cette dynamique est beaucoup moins systématique que ce qu'on croit. Le public adore les outsiders, mais ils adorent aussi les clapbacks. La culture du clapback, c'est l'art de clouer le bec de manière intelligente ou humoristique à quelqu'un qui vous a critiqué ou insulté. Par exemple, c'est Eminem qui esquive la question de Ron Burgundy en prétendant ne pas savoir qui est Afrojack. Et donc le marketing d'outsider est efficace pour vous lancer et vous faire connaître, mais plus vous grossissez, plus il peut devenir un point faible. Parce que pendant que Burger King est occupé à tweeter sur les machines à glace cassées de McDo, McDo travaille à consolider son avantage concurrentiel qui est son identité de marque. La campagne Famous Orders de 2020 est un bon exemple de la manière dont McDo construit sa marque. Il demande à des célébrités comme Kim Kardashian et Kanye West leur commande McDo, puis ils enchaînent avec les commandes de Jules César, Roméo et Juliette ou Dracula. Ils envoient un message identitaire fort. Qui que vous soyez, vous avez chacun une commande McDo particulière. Et devant le succès de la campagne, Burger King s'empresse de faire copier-coller et lance la campagne Keep It Real en 2021. Mais ça montre les limites d'une stratégie marketing purement construite en opposition à une autre marque. Si le numéro 1 change de stratégie, le numéro 2 se retrouve à devoir le suivre, quitte à se faire emmener sur des terrains qui lui sont moins favorables. Typiquement, ce n'était pas une bonne idée d'essayer de copier McDo sur le rapport qu'ils ont avec leurs clients. Parce que beaucoup de gens ont une commande McDo iconique, mais beaucoup moins de gens ont une commande Burger King spécifique en tête. Alors à partir de quand exactement est-ce que le marketing de numéro 2 commence à devenir risqué? Pour moi, la réponse c'est quand vous arrivez dans le même ordre de grandeur que votre concurrent, il faut savoir passer à autre chose. Par exemple, MrBeast a utilisé le nom de PewDiePie pour buzzer en 2018, mais quand il l'a dépassé en 2022, il l'a fait en silence. Il y a une exception à cette règle et c'est si le clash est réciproque. Deux rappeurs ou deux équipes de sport peuvent avoir une rivalité qui dure pendant des décennies, même si les deux sont à peu près de la même taille. Mais si le clash est à sens unique, le marketing d'outsider vous enferme dans votre place de numéro 2. Si tout le positionnement d'une marque repose sur des clashs, c'est très difficile de construire une identité de marque durable et de créer la confiance avec le public. Alors oui, le marketing de Burger King lui permet de se retrouver en tendance Twitter une fois par mois, ce qui n'est pas le cas de ses concurrents. Mais un tweet bien senti n'arrivera jamais à rivaliser avec le sentiment de rituel et de nostalgie qui est associé à McDonald's. Et la pandémie nous a donné une nouvelle preuve de la domination émotionnelle de Tonton Ronald. Écrasé par l'incertitude et la solitude de début 2020, des millions de personnes se sont tournées vers ce qui les rassure. Résultat, des milliers de kilomètres de queue devant les McDo du monde entier. Burger King, c'est votre cousin un peu punk qui lâche des punchlines insolentes au dîner de famille. Mais McDo, c'est votre grand-mère qui vous sert la même tarte aux pommes depuis 30 ans et chaque bouchée vous ramène en enfance. Hello, I'm a Mac and I'm a PC. Nous sommes au début des années 2000. Apple a déjà perdu la guerre pour le marché du PC face à Microsoft et ils sont solidement coincés en numéro 2. Alors en 2006, ils lancent une campagne qui va devenir culte, Get a Mac. Plus de 60 pubs sortent, toutes sur le même modèle. Un mec censé être habillé à la cool se présente en tant que Mac et fait face à un type en costume marron qui se présente comme un PC. Le message est un peu bourrin, mais très clair. Le Mac, c'est pour les gens cool, le PC, c'est pour les gens coincés et sans imagination. Whoa, what happened to you, PC? Kids happened. I was bought for a home. Now I have to make movies and blogs and listen to music every night. I'm crying myself to sleep mode. Sorry about that. You were made to stimulate 10-year-old brains with your iLife jazz. All I want to do is balance their checkbooks. I don't think 10-year-olds have checkbooks. No checkbooks, no inboxes, no employers, just wild imaginations. Apple vend 200 000 Macs supplémentaires un mois après le lancement de la campagne et finit l'année fiscale 2006 avec 39% d'augmentation de ses ventes. Pourtant, aujourd'hui, ce serait bizarroïde si Apple sortait une pub pour attaquer Samsung ou Xiaomi. Pour devenir leader sur leur marché, Apple ont dû faire évoluer leur marketing. Le tournant, ça a été ça.
L'iPod a été le premier marché que Apple a vraiment dominé. Et cette célèbre campagne avec les silhouettes qui dansent, c'est une campagne de numéro 1. Il est plus question de se comparer aux autres, ce sont les autres qui sont forcés de se comparer à vous. Tout le marketing part du principe que la supériorité et la coolitude des produits Apple sont des évidences connues de tous, qui n'ont même pas besoin d'être mentionnées. Alors Apple ne serait jamais devenue l'entreprise la plus valorisée au monde en jouant à « on n'est pas Microsoft ». Ils ont utilisé ce levier quand ils étaient très loin derrière, mais ils ont su passer à autre chose pour construire leur propre identité. 10 ans plus tard, le rapport de force est inversé, et c'est Microsoft qui sort des pubs qui tentent de démontrer que leur assistant vocal est supérieur à Siri. Well, I have covers too. What's that, Siri? I said, I wish I had a cover like yours. C'est pour ça que Burger King restera toujours coincé dans sa position de numéro 2. Pendant qu'il troll McDo tweet sur l'expérience universelle que constitue la commande dans un fast-food. Comme le dit le publicitaire Paul Prato, Burger King commente la culture, mais la culture commente McDonald's. Ah oui, j'oublie de vous dire une dernière chose. Je viens de lancer une nouvelle chaîne YouTube pour poster des expériences bizarres et la première vidéo ressemble à ça. Peut-on vraiment gagner de l'argent sans rien faire grâce à l'intelligence artificielle? À chaque fois que je me connecte sur YouTube, il y a une vidéo qui me fait cette promesse. 1000 $ par jour avec ChatGPT, 8 secrets pour faire fortune avec cette IA, 450 $ par heure grâce à Midjourney. Mais j'ai l'impression que ces youtubeurs me cachent quelque chose. Alors pour en avoir le cœur net, j'ai décidé de tester. J'ai lancé un défi simple. 30 jours pour générer 1000 € de chiffre d'affaires grâce à une intelligence artificielle.